Vous vous intéressez aux OKR, Objectives and Key Results, vous vous documentez à leur sujet et une question arrive très vite, comment calcule-t-on les scores OKR pour les revues périodiques? Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série dédiée aux OKR, Objectives and Key Results, dans lequel je réponds à cette question quant au scoring des OKR. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Si l'on fait une recherche rapide sur Google à propos du scoring ou grading des OKR, on va récupérer en retour des graphes d'échelle montrant 3 zones colorées. Je vais retenir celui proposé par le site whatmatters.com qui est celui de John Doerr, l'homme qui a dévoilé la méthode OKR et dont j'ai présenté une interview. Ce système d'évaluation est également présenté dans le livre de John Doerr, Measure What Matters, et comme on voit qu'il est largement repris à quelques fantaisies de couleurs près, on peut le considérer comme un standard de fait. Ce système utilise les couleurs des feux tricolores, vert, orange et rouge. Le minimum de l'échelle est 0 et correspond à un manquement total quant à l'atteinte de l'objectif, et un maximum de 1, qui correspond à l'atteinte pleine et entière de l'objectif. Je reviendrai sur les calculs qui permettent de positionner le score sur cette échelle. Le scoring est à faire juste avant la fin d'un cycle OKR, qui est généralement d'un trimestre, mais qui peut être plus court pour des objectifs intermédiaires. Le scoring est à réaliser pour cette revue d'avancement. Le scoring est une auto-évaluation à faire par la personne qui porte l'objectif et qui s'est engagée à l'atteindre. En plus de calculer le score, on attend également une réflexion critique et un retour d'expérience. En ligne et en japonais, on dirait faire hansei. Et si le score est dans la zone rouge ou orange, une action corrective ou un appel à l'aide est attendu. Comme dit, l'échelle de score s'étend généralement de 0,0 à 1,0 pour les incréments qui sont en dixièmes. La méthode simple qui est proposée pour évaluer le score d'un objectif est de faire la moyenne des taux d'achèvement des key results qui lui sont associés. Voici un exemple, l'objectif d'accroissement de la notoriété du nouveau blog est assorti de 3 key results, KR1 qui est de publier un article par semaine, ce qui en fait 13 par trimestre, KR2 qui est d'accumuler au moins 1000 vues par article sur la même période, et KR3, obtenir au moins 10 likes par article, toujours sur la période considérée. À l'approche de la fin du trimestre, qui est donc la durée d'un cycle, et pour la revue des OKR, les données que l'on récolte sont les suivantes. 11 articles ont été publiés, ils ont généré 9500 vues et ont reçu 50 likes. Les calculs sont alors les suivants. Pour KR1, on a 11 articles qui sont publiés par rapport aux 13 prévus, ce qui nous fait 0,84 ou 84%. KR2, les 9500 vues par rapport aux 13 000 attendus font 0,73 ou 73%. Et KR3, qui est 50 likes par rapport aux 130 qui sont attendus, ça nous fait 0,38%. La somme des scores KR1, KR2, KR3 est de 1,95 que l'on divise par 3 pour obtenir le score moyen de 0,65. Sur l'échelle colorée, le score de 0,65 place le curseur à la limite de la zone orange et verte. On note un progrès mais pas l'atteinte de l'objectif de notoriété que l'on s'était fixé. Par conséquent, pour la revue, il faut expliquer pourquoi, si c'est possible. Les différents key results n'ont pas été atteints et que faire pour les atteindre au terme d'un nouveau cycle. Il est possible de compiler les calculs à la maille du mois ou de la semaine, si cela est judicieux, pour réagir à un écart de trajectoire par exemple, et de ne pas finir le cycle avec un écart important à la fin du cycle trimestriel. Évidemment, si les cycles OKR sont plus courts que le trimestre, on ajuste le nombre et la périodicité des revues. Comment interpréter les scores? Eh bien, un score inférieur à 0,4 est un échec à délivrer ce qui était prévu. Un score qui est situé entre 0,4 et 0,7 dénote une sous-performance.
Et dans ces deux cas, il faut utiliser la revue pour présenter son retour d'expérience, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, présenter une révision des key results, voire de l'objectif, et le cas échéant demander de l'aide, ceci afin d'atteindre l'objectif au cours du cycle suivant. Pour le public qui assiste à la revue, il est attendu de faire des suggestions et de proposer l'assistance pour atteindre l'objectif. Si le score est supérieur à 0,7, celui-ci valide l'objectif. À noter quand même qu'un score qui est très fréquemment, voire constamment au-delà de 0,7 tend à montrer que l'objectif est conservateur, c'est-à-dire que celles et ceux qui l'ont fixé étaient sûrs de l'atteindre sans prendre beaucoup de risques. Pour définir les key results et permettre les calculs, on va choisir des grandeurs qui permettent d'établir facilement un ratio. Globalement, je vise x, j'obtiens y, le score est de y divisé par x. Vous noterez que les calculs sont basiques et ne s'encombrent pas, dans mon exemple, de considérations telles que la dispersion des likes selon les articles, ou si un tel article rafle l'énorme majorité des vues au détriment des autres, ni que les derniers articles sont désavantagés par une plus courte exposition au lecteur. Dans la littérature autour des OKR, dans les retours d'expérience, le système de scoring n'intègre pas, ou alors très rarement, de pondération. Ainsi, sur les 3 ou 5 key results recommandés, chacun conserve une importance égale aux autres. Dans mon exemple, la publication d'articles est un acte que l'on maîtrise, par conséquent le KR1 est plus facile à atteindre qu'obtenir un nombre de vues ou de likes déterminé. La pertinence de recourir à la moyenne des key results par objectif est également discutable. Il y a également la subjectivité de certaines notes pour évaluer des progrès qui sont difficilement chiffrables. Mais quoi qu'il en soit, la posture générale est de conserver un système simple, même s'il est imparfait et critiquable. La simplicité par laquelle on ignore volontairement certains biais peut devenir problématique, ou voire même décourager les acteurs. Si un Key Results prévoit d'inviter 100 personnes à un événement et il n'y a finalement que 55 inscrits, mais que la personne en charge de cet OKR réussit à inviter une superstar, cette personne en charge de cet OKR peut estimer que la superstar vaut 15 invités ordinaires et que le Key Result score à 0,70 plutôt qu'à 0,55. Dans ce cas, elle acquitte l'atteinte de l'objectif, si toutefois personne n'a d'objection à y opposer. Si on reste sur le calcul basique, le key result est orange et peut décourager la personne qui a néanmoins réussi l'exploit d'inviter la superstar. Ceci amène la question des arrangements avec les key results et le scoring. Le scoring étant une auto-évaluation, il se peut que se développe une tentation de s'arranger avec les résultats, de les présenter meilleurs qu'ils ne sont à l'aide d'artifices. Il y a aussi la tentation de fixer des key results trop faciles à atteindre, ce que le système OKR est censé éviter. Je n'aborderai pas dans cet épisode la notion de stretch goal. Le garde-fou à ces tentations de se garantir un succès facile est théoriquement l'attention et l'esprit critique que porteront les autres parties prenantes à la présentation des résultats. Notons que la pondération peut être légitime et acceptable dans certains cas, mais si c'est un moyen de maquiller la mariée pour masquer ses disgrâces, les autres parties prenantes doivent refuser l'artifice. En principe, les OKR ne devraient pas servir à l'évaluation individuelle, donc la tentation de présenter des succès qui n'en sont pas réellement sert donc davantage à flatter l'ego de la personne qui présente les résultats. Si un key result est binaire et répond par exemple à fait, pas fait ou à une question oui, non, le score est également binaire, 0 ou 1. L'inscription à une conférence est faite ou non faite. Si l'inscription suppose de s'acquitter d'un droit de participation, l'inscription ne peut pas être réputée réalisation si sa validation n'a pas eu lieu, car en attente de paiement. Être partiellement inscrit ne fait pas beaucoup de sens. Si un objectif comporte un key result qui est en fait un prérequis, ce dernier devrait être affecté à un objectif préalable. Par exemple, le nouveau blog doit être mis en ligne, c'est une condition préalable indispensable pour que l'on puisse y publier des articles. Donc la mise en ligne, qui est un key result binaire, doit précéder la publication, le comptage des vues et des likes.
Personnellement, je l'affecterai à un objectif prérequis et donc préalable à celui d'établir la notoriété. En conclusion de cet épisode, le système de scoring ou grading des OKR est simple et pragmatique. Il est critiquable, mais je présume que les utilisateurs préfèrent cette simplicité et ce pragmatisme à un système plus compliqué qui va engendrer d'autres frustrations et probablement nécessiter toute une bureaucratie pour le gérer, tout cela sans garantie de meilleurs résultats. On perçoit également que bien que la méthode OKR soit simple, une animation et une coordination restent nécessaires. Celles-ci ne sont pas nécessairement hiérarchiques, elles peuvent être collectives. Selon les organisations, il faudra un OKR shérif pour garantir le respect des règles. Dans d'autres organisations, les pairs sauront se gérer entre eux. Vous devriez aimer mes autres vidéos de la série OKR sur ma chaîne YouTube. Le lien de ma playlist dédiée est donné dans la description de cet épisode. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.